merci à toute l'équipe de la PSG pour cette invitation. Joël semblait s'étonner que je sois venu, mais c'est tout à fait normal. C'était tout à fait partie de mon travail de diffuser la recherche et d'avoir un lien avec les enseignants du secondaire, que j'ai été aussi. Et voilà, ça n'a rien d'extraordinaire que je sois parmi vous, c'est pour moi tout à fait normal. Je ne me présente pas devant vous aujourd'hui comme un spécialiste des États-Unis, comme Pascal Nedelec. Et dans les échanges qu'on a eus avec M. Rousselot, que j'appelle déjà Joël, c'est ma tendance à appeler les gens par leur prénom plus simplement, je lui ai dit que je pouvais parler un petit peu des États-Unis, mais que je n'étais pas un spécialiste des États-Unis, et que j'élargirais sur la problématique des barrières frontalières. Mais c'est comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un, c'est une ficelle. Si on tire sur cette ficelle, il y a toute la géopolitique du monde qui va arriver. Donc je ferai juste une première partie sur les États-Unis et un tout petit écho à l'intervention très intéressante de Pascal Nedelec. J'ai été une fois aux États-Unis. Où est-ce que j'ai été? À New York. Et j'ai passé 15 jours absolument passionnants dans cette ville, sans être un grand fan de la civilisation américaine. J'ai quelques préventions, mais la ville est absolument incroyable. Et je m'étais paumé dans Chinatown. Qu'est-ce que je fais? Je vais demander mon chemin, je commence à parler avec les gens, ils ne parlaient pas anglais. Et ça détend. Ça détend parce que je me prenais, d'un seul coup, je me disais, mais je suis Shakespeare. Voilà. Et c'est vrai que ça avait enlevé mes préventions vis-à-vis de ma capacité à parler anglais. Je me dis, mais je me débrouille beaucoup mieux que les gens qui habitent ici, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, let's go. Dans cette introduction, je voudrais revenir sur un concept, c'est celui de rebordering. Et effectivement, mes diapositives, certaines sont un petit peu bavardes et je vous prie de m'en excuser. On serait rentré dans un processus actuellement de rebordering, c'est-à-dire de renforcement des frontières qu'on peut intégrer ou détailler en contrôle lors des passages et surveillance des lignes frontalières. Alors ce processus de rebordering eh bien, se manifeste notamment par la construction de barrières, qui est un objet de barrières frontalières, qui est un objet sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années. Et c'est ça, Joël, le livre que je viens de finir. Je viens de terminer un livre sur le sujet. Et si vous voulez le faire acheter quand il sera sorti, eh bien évidemment ça m'aidera. Non pas pour... je n'en attends pas de rentrer, mais c'est vrai que si c'est acheté dans les CDI ou ce genre de lieu, c'est toujours important que la recherche qui est menée dans le supérieur ait un petit peu d'écho. Parce que, en fait, on espère être utile à la société et aider la société à réfléchir. J'ai tenu à souligner tout de suite dans l'introduction que l'objectif de ces barrières n'est pas de fermer, il ne s'agit pas de fermeture, ça serait une erreur que de le présenter comme ça. Il s'agit en fait de contraindre les flux transfrontaliers à se soumettre au contrôle dans les points de passage frontaliers, pour reprendre la terminologie administrative française, les PPF, ou en américain les Ports of Entry, sur le territoire américain. Et effectivement, la frontière États-Unis-Mexique illustre parfaitement tous ces processus que j'appelle plutôt, j'ai pas beaucoup repris le mot dans ma présentation, mais ce que j'appelle plutôt le cloisonnement de l'espace. C'est plutôt autour de cette notion, je pense qu'il faudrait présenter le phénomène qui est à l'œuvre actuellement. Alors trois parties, d'abord la partie centrée sur les États-Unis. Là j'ai eu un regard plutôt finalement d'historien, une vision diachronique, quelques grandes étapes, je ne suis pas non plus un vrai spécialiste de la question. Dans une deuxième partie, je vais présenter finalement les murs dans leur diversité et montrer que le mur états-unien n'est qu'une barrière parmi beaucoup d'autres, malheureusement. Et dans une troisième partie extrêmement vaste, je rappellerai toutes les logiques qui sont à l'œuvre autour de la barriérisation des frontières, et c'est là qu'en fait on va finalement aborder presque tous les thèmes de la géopolitique finalement, et peut-être aussi un thème ou deux qui sont plus rarement abordés aujourd'hui, notamment celui des riches et des pauvres, qui est un thème honteux, mais sur lequel, eh bien, finalement, 10 ans de travail sur le sujet m'amène de plein fouet, en fait.
Donc, dans une première partie, genèse et extension du mur États-Unis-Mexique, alors effectivement, j'ai repris mur en titre avec des guillemets. En fait, je pense que si on veut présenter le phénomène en jeu aujourd'hui ou en cours aujourd'hui sur les frontières, c'est pas de mur dont il faut parler. Il y a très peu de murs en réalité, il en existe. Je vous ai d'ailleurs pas mis de photos, si il y en a une. Je vous ai mis une photo. Mais la plupart sont des clôtures, et comme je le disais, je crois, dans la diapositive introductive, ce sont bien plutôt des clôtures, des grillages, et c'est ce que j'appelle des barrières. Alors, la création des barrières physiques, celles qu'on peut photographier, celles qu'on peut voir sur le terrain, en fait, il faut le comprendre comme le volet concret d'un processus qui est d'abord invisible et d'abord administratif. Ce qui est très intéressant si on regarde le cas américain, c'est qu'on voit un virage, finalement, un changement de paradigme, si vous me permettez l'expression, aux États-Unis, un monde qui est d'abord ouvert à conquérir. Je dirais que ça peut aller jusqu'à 1890, la fin des guerres indiennes avec le massacre de Wounded Knee, à peu près 1890. Dès 1898, les États-Unis se lancent dans leur première conquête impériale, Hawaï, intervention armée à Cuba dans la guerre de libération. C'est seulement 8 ans après la fin des guerres indiennes. Et le virage, donc, c'est celui d'un monde qui est à conquérir, et on passe à un monde à défendre. Et là, c'est les années 20, avant même la crise, et la fameuse politique des quotas, dont je ne suis pas un spécialiste, mais les quotas par nationalité, qui visait notamment aux États-Unis à restreindre l'arrivée de groupes considérés comme plus difficilement assimilables, comme par exemple les Chinois, qui étaient interdits d'entrer à partir de 1924 jusqu'en 1965, sauf erreur, ou les Juifs, qui n'étaient pas bienvenus aux États-Unis. On a aussi souvent d'ailleurs la vision des États-Unis comme l'asile pour les Juifs, notamment à l'époque du Troisième Reich. En fait, des bateaux entiers de Juifs se sont fait renvoyer en Allemagne et au Troisième Reich, il ne faut pas l'oublier, hein, tous n'ont pas pu passer. Donc dans ce basculement, eh bien, 1924, les quotas, 1928, la création de la US Border Patrol, donc le corps des gardes frontières américains. Jusque-là, les États-Unis n'avaient pas le besoin ne sentaient pas le besoin de protéger leurs frontières par un corps spécifique. L'armée devait suffire. Surtout qu'elle n'avait pas grand monde en face d'elle. Les armées mexicaines sont connues pour leur efficacité. J'utilise le pluriel. Et donc le virage est tout à fait intéressant là, dans les années 20. On est en amont évidemment de la construction des barrières, mais voilà, je dirais que la logique est lancée. L'augmentation du corps des gardes frontières américains est tout à fait impressionnante, hein, passant de 450 membres en 1928 à 12 000 en 2008, et je n'ai pas été chercher les chiffres plus récents. L'augmentation continue, les moyens alloués continuent aussi à augmenter. C'est une augmentation tout à fait importante. Ces corps de gardes frontières sont déployés aussi sur les détroits, notamment de Floride, et moins connus de la Mona, entre Porto Rico et Saint-Domingue, qui sont des axes d'immigration clandestine importants et un peu méconnus vu d'Europe. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que durant l'entre-deux-guerres, on va trouver les premiers grillages qui sont érigés à la frontière des États-Unis, à Texicali, en Californie, et au Texas. Je n'ai pas pu relocaliser les toutes premières barrières, sauf erreur de ma part. Ce sont des initiatives qui sont prises par les pouvoirs locaux, les villes ou les counties. Je ne sais pas lequel de ces deux acteurs, mais c'est vraiment l'échelle locale, et on décide d'installer les premiers grillages. On voit des photos noires et blanches. Je pensais vous en mettre une, puis je ne l'ai pas retrouvée, je l'avais mal arrangée. Je l'ai, mais voilà, c'est pas le tout d'avoir l'information, il faut aussi bien la classer, c'est un problème récurrent. Et bien évidemment, la crise de 29, la prohibition de l'alcool sont des événements ou des politiques qui vont jouer aussi dans cette dynamique de fermeture. Donc, pour faire simple autour de cette diapositive, ne pas imaginer que les barrières commencent avec le 11 septembre ou Trump. Non, non. Dans les années 90, une reprise du cloisonnement. Alors j'ai quand même signalé que l'après-Seconde Guerre mondiale est quand même assez intéressant, puisqu'on a par exemple ces programmes dits Bracero ou Braceros,
J'ai un doute pour l'absence du S. C'est-à-dire que les programmes Bracero venaient visiblement initiés en 1942, pallier le manque de main-d'œuvre dans, je pense, l'agroalimentaire ou les plantations, notamment californiennes. Il fallait pouvoir continuer à exploiter les ressources, notamment végétales, agroalimentaires californiennes. On voit donc que le processus n'est pas continu et que dans les années 40, 60, c'est une belle époque peut-être dans l'histoire américaine, mais il y a une période d'ouverture. Et c'est dès les années 71, il y a un premier signe, c'est la War on Drugs du président Richard Nixon, couronné de succès, comme vous le savez tous, qui va amener à la militarisation. C'est pas encore la construction de barrières, mais là on va commencer à déployer l'armée, utiliser le matériel militaire non utilisé au Vietnam pour traquer les trafiquants mexicains. Alors vous savez que la War on Drugs aura notamment comme conséquence que les États-Unis vont devenir un des tout premiers producteurs mondiaux de cannabis, notamment. Il ne viendra plus du Mexique, on le fera pousser directement aux États-Unis, et voilà. Je ne rentre pas dans le détail sur ces questions. Je note une série d'opérations fédérales, de barriérisation. Excusez-moi, j'aime pas beaucoup le mot, mais je l'emploie à défaut, de barriérisation qui se sont multipliées dans les années 90. À noter que c'est concomitant de la création de l'ALENA. Et on est donc là dans une logique très intéressante, je vais y revenir. L'ALENA qui est donc une zone de libre-échange, mais pas une zone de libre circulation, j'y reviens parce qu'en fait c'est tout à fait fondamental. Donc on crée ce que souvent par exemple les élèves, mais aussi les étudiants, voire les parents d'élèves, voire même les grands-parents, amalgament complètement en Europe, c'est-à-dire libre circulation, libre-échange, c'est la même chose, on peut se déplacer, c'est la grande liberté. Pas du tout, pas du tout. Les opérations que j'ai listées, notamment grâce à Simono 2012, que je connais un petit peu, on finit par se connaître dans le milieu des spécialistes des barrières. Oui, il y en a un certain nombre, et à chaque fois c'est l'occasion d'installer des cloisons, des barrières d'un type ou d'un autre sur 10, 50, 40 ou 100 km de frontière avec le Mexique, donc les opérations Hold the Line à El Paso. El Paso qui semble être une des villes du Texas où il y avait des barrières déjà dès l'entre-deux-guerres, mais je n'en ai pas la certitude. Gatekeeper, qui est assez célèbre, parce que c'est notamment toutes les photos que vous avez peut-être vues où la barrière États-Unis-Mexique plonge dans le Pacifique sur la plage au sud de San Diego, c'est Gatekeeper. Parce qu'à une certaine période, on pouvait passer par la plage d'un pays à l'autre, tout ça c'est terminé. Une barrière métallique construite et qui a été en fait doublée et largement renforcée. J'ai simplifié au maximum ici. Parce que toutes ces opérations, j'ai plutôt mis le point de départ, après c'est plus compliqué que ça. Save World à Tucson en Arizona, sauf erreur, et Rio Grande, ça doit être au Texas, bien évidemment. Alors j'ai un tout petit doute sur le chiffre de Simono, mais j'ai mis quand même 120 km de murs érigés en septembre 2000, on était peut-être quand même au-delà déjà, mais ce serait à vérifier. Bien évidemment, les attentats du 11 septembre que j'aurais dû signaler en titre jouent, pour cette diapositive, jouent un rôle majeur. C'est un traumatisme pour les États-Unis qui découvrent des scènes de guerre en direct, ce qu'ils n'avaient pas connu, contrairement aux Européens. Et donc là, on est dans une accélération du processus de barriérisation avec la loi de la clôture sûre, si vous me permettez cette traduction, ou Secure Fence Act, donc qui autorise la construction de 1000 km de barrières. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a été construit sur les 1000 km, mais l'extension actuelle jusqu'à l'élection de Trump, c'était 1100 km. Donc il est possible en fait qu'il y en avait déjà, en fait, parce que je ne pense pas que les 1000 km aient vraiment été construits. Bref, je ne rentre pas dans le détail. Le projet était pharaonique, littéralement, avec des coûts à l'époque qui étaient considérés comme relativement modestes, on pourrait mettre des guillemets à modestes, de 2,5 milliards de dollars selon l'administration républicaine, mais 7 milliards pour les démocrates. Les chiffres sont quand même tout à fait importants. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'on voit à cette période la Secure Border Initiative, finalement, c'est le pari de la technologisation de la surveillance, c'est-à-dire qu'on va passer de
de la clôture à vraiment des dispositifs techniques extrêmement sophistiqués et généralement issus des technologies militaires. Je pense notamment à la vision infrarouge qui va être systématisée sur la frontière, donc qui offre une visibilité 24 sur 24 des déplacements humains, les capteurs que mes collègues des grandes entreprises appellent par un anglicisme que j'aborde, ils disent les senseurs. Ça vous amusera, vous qui travaillez dans un lycée, dans des lycées. Les senseurs, c'est vraiment horrible. La dépréciation du niveau de français m'horrifie en permanence, même si j'y participe moi-même, mais je la ressens avec de plus en plus de force. Donc ces capteurs eh bien, sont des outils assez coûteux. Et le plus drôle, si on peut considérer que c'est drôle, c'est qu'en plus le projet a été abandonné car inefficace. Donc 2,5 milliards de dollars, ça aurait été le coût au moins pour la partie mexicaine. Et en fait, les secteurs qui ont été notamment dans le Nouveau-Mexique ou l'Arizona qui ont été créés, en fait, se sont révélés tout à fait dispendieux et tout à fait inefficaces. Les radars étaient affolés par les broussailles. Vous imaginez l'ambiance de western avec les broussailles qui roulent, les animaux qui passent. En fait, ça ne marchait pas du tout. Et le projet a carrément été abandonné.